Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast toujours préféré. C'est le 4e et dernier numéro de notre mini-série estivale, les chroniques de Doggy Bags. Après 3 chapitres consacrés à la vaste saison 1 de Doggy Bags, cette anthologie de récits de genre, nous allons revenir aujourd'hui dans ce 4e et dernier épisode sur la saison 2, puisque oui, il y a eu une saison 2 à Doggy Bags, alors que pourtant Run et Yuck avaient dit qu'au bout de 13 numéros, c'était fini. Ils avaient menti, on le sait. Aujourd'hui, les preuves sont accablantes puisque nous avons des numéros de la saison 2 de Doggy Bags devant nous. Mais avant tout cela, avant même en fait que la saison 2 ne reprenne, en fait, vous aviez décidé de poursuivre un petit peu l'esprit de l'anthologie, mais avec des Doggy Bags présentes, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus le gros logo titre Doggy Bags sur les récits d'anthologie, mais il y avait quand même en tout petit avec marqué présente, parce que voilà, vous avez quand même envie de continuer un peu cette exploration des récits de genre. Il y avait le Heartbreaker et aussi le Beware of Rednecks. Oui, alors pardon, salut Run, salut Yuck, parce que vous êtes quand même avec nous. C'est vrai que j'allais même pas vous présenter, mais vous êtes bien sûr toujours avec nous pour ce podcast. Ouais, alors déjà, on n'a pas menti. C'est-à-dire que quand on a annoncé Doggy Bags 13, on y croyait. C'est vrai. On s'est juste trompé. D'accord. C'est pas. C'était de bonne foi, donc ça va. C'était de bonne foi. Alors, le truc, c'est que effectivement, après Doggy Bags, on s'est dit... Bon, moi, justement, je me posais beaucoup de questions par rapport à ma place chez Ankama, etc., etc. Il se trouve que, bon, j'y étais encore. Je me suis dit, on pourrait continuer, mais différemment. On pourrait faire perdurer l'esprit de Doggy Bags, mais peut-être au travers on va dire, de titres plus thématiques. Et c'est là où on s'est dit, on va peut-être faire les Doggy Bags présentes et les Doggy Bags one-shot, qui sont en fait à considérer que Doggy Bags présentes, c'est des courts-métrages, tu vois, Doggy Bags one-shot, c'est le long-métrage, en gros. Et puis les Doggy Bags présentes, ça serait en fait finalement Doggy Bags, l'héritage de Doggy Bags, mais avec des thématiques particulières. Du coup, je me suis dit, ça rentrera pas dans la numérotation Doggy Bags classique, mais en même temps, on aura une thématique claire, et puis voilà. Mais comme on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'était un peu confus déjà à la base, avec les Doggy Bags. Tu vois, pourquoi Doggy Bags 3, c'est un spécial Mexique, et que c'est pas un Doggy Bags présente? Pourquoi il y en a d'autres qui ont des thématiques, c'est pas des Doggy Bags... Enfin, ça commençait à devenir un petit peu confus, même pour nous. Mais on s'est dit, bon, c'est pas grave. On va considérer qu'à partir de maintenant, la règle, c'est celle qui arrive. Tu vois. Ouais, parce qu'il y aurait même eu une confusion qui aurait pu être faite entre le Doggy Bags one-shot et Doggy Bags présent, parce que South Central Stories, techniquement, en fait, c'est un one-shot, vu exactement. que c'est Exactement. Donc tout ça commençait à devenir très confus, mais on s'est dit, on va juste dire qu'à partir de maintenant, la règle, elle est comme ça, et puis oubliez le... ça triche. Hein. Je suis sûr que vous, les parties de Monopoly étant gamin, ça devait pas être marrant, quoi. Ah non, en plus, on est bons joueurs. Mais je me suis dit, voilà, à partir de maintenant, c'est comme ça, et puis oubliez un petit peu les trucs d'avant, voilà. Et du coup, par exemple, on a sorti effectivement le Beware of Rednecks, qui est un Doggy Bags présente, qui aurait d'ailleurs pu être un Doggy Bags 16, 14 techniquement. Ouais. Et puis voilà, c'était l'idée. Puis on se disait, à chaque fois, quand on pourra en refaire un suivant, on aura le nom, une thématique, et puis voilà. Et puis c'est parti. Ouais. C'est parti, quoi. Sauf que c'est pas aussi facile, parce que les gens se disaient, à partir du moment où on avait dit Doggy Bags, c'est fini, les gens considéraient que c'était fini. Donc pour eux, les Doggy Bags présentes, c'était pas vraiment des Doggy Bags, c'était éventuellement des hors-séries. Et on sait que sur des hors-séries, en général, on n'intéresse pas forcément les gens. Même si, quand tu regardes la formule du Doggy Bags présente, Beware of Rednecks, c'est exactement la même chose qu'un Doggy Bags. Clairement, on avait un peu perdu les lecteurs, quoi. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il aurait pas fallu en fait dire que ça s'est arrêté au 13. Oui, mais encore une fois, pour nous, ça c'était fini. Parce que pour nous, vraiment, Doggy Bags, dans sa série antérieure, c'était terminé. Donc, l'idée, c'était continuer à faire vivre l'esprit Doggy Bags, mais en gardant notre maison au 13, quoi. C'est qui a fait la couverture du Beware of Rednecks? Ed Repka, toujours. Bien dégoûtante. Dégueulasse. Et le thème, c'est toi qui l'as choisi? Ouais, parce qu'on avait deux... En fait, c'est venu du fait qu'on a eu 2 projets qui étaient très redneck, white trash, etc. Donc on s'est dit, pourquoi pas en faire un 3e, comme ça on a notre thématique qui marche.
D'ailleurs, Bone Pickers, il était déjà prêt au moment du Doggy Bag Stress. C'est ça aussi le truc. Ouais, ça, c'est les fameuses histoires que vous aviez, mais que vous ne pouviez pas forcément utiliser au bon moment. Donc, c'est-à-dire que cette histoire-là, même par rapport aux auteurs, qu'est-ce qu'on dit? On leur dit, en fait, ton histoire, elle sortira de nulle part. Donc, on s'était dit, on va sortir un Doggy Bag. Même si Doggy Bags est fini, on va sortir un Doggy Bags présente. On n'a jamais dit que les Doggy Bags présentes étaient finis, par exemple. Ah, ça joue sur les mots. Ça, c'est des bons, toujours. Donc, des bons politiciens, ça, quand même. Ouais, je traîne un peu trop sur Twitter, je pense. Ouais, c'est pour ça. Et justement, il y a plusieurs, il y a Mud et Prosit, du coup, qui débarquent dans Doggy Bags, du coup. C'était leur première histoire dans ce format-là. Ouais, alors Mud, c'est Johan. En fait, c'était un pote d'un mec qui bossait avec nous, qui s'appelait Coach. Qui bossait avec nous et qui était chargé de mettre un petit peu d'ordre dans toute l'organisation, dans Kama Edition, etc., etc. Et c'était un super pote à lui. Ils avaient fait de la musique ensemble à l'époque. Et il arrêtait pas de m'en parler. Il me disait, il faudrait que tu rencontres Johan, etc., etc. Je disais, ouais, mais mec, putain, tu sais que mon planning, il est ouf. Donc ça va être très difficile. Puis un jour, on a décidé de manger ensemble. Et là, il m'a raconté ce qui lui était arrivé avec un syndrome de Guillain-Barré qui fera l'histoire dans le Doggy Bags 14 d'un Doggy Bags 14. Ouais. Mais si tu veux, il me dit, j'aimerais en faire une histoire de ce qui m'est arrivé, mais avant, j'aimerais faire une autre histoire, parce que je me sens pas forcément... ça me coûte trop d'écrire tout de suite cette histoire-là en première expérience. Et puis voilà, il m'avait présenté cette histoire-là de... Comment elle s'appelait déjà? Je me souviens même plus. Ah oui, Bone Pickers. Et puis Mud, et puis Prosit, c'était tout simplement un pote de Neyef. Donc je sais qu'il me l'avait présenté par mail en disant que le mec était chaud pour bosser avec nous. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait marcher avec Mud. Donc c'est comme ça que la connexion s'est faite, quoi. Un peu une obsession, d'ailleurs ça se retrouvera après un peu, je trouve, en tout cas que moi j'analyse avec Mud sur cette Amérique white trash, cette Amérique désœuvrée, parce qu'on le retrouvera vraiment aussi dans Trench Foot par exemple, quoi, et dans Dirty Old Glory, qui est aussi dessiné par Prosit. Par Prosit, exactement. Ouais, c'est une thématique qui... c'est aussi pour ça qu'il est... Et que ça colle bien avec vous aussi, de toute façon. Exactement, quoi. Donc c'est quelque chose qui l'intéressait, et puis lui, en plus, il avait fait justement, avant de déclencher son syndrome de Guillain-Barré, il était dans un groupe qui faisait du rock, donc très aussi imbibé de tout cet univers, si tu veux. Donc voilà, les connexions se sont faites finalement assez simplement, quoi. Ouais, parce que même Bone Pickers, donc c'est avec cette histoire de redneck qui s'entretuent après un casse dans une sorte de baraque perdue dans le désert, dans l'absolutisme un peu des mecs qui se font des crasses les uns après les autres. Ça m'a rappelé en fait la toute première histoire que tu as faite pour Doggy Bags, en fait. Un peu, ouais, c'est vrai. Tu vois, je trouve qu'il y a une sorte de connexion, donc c'est vrai que c'est vrai. Un truc. Et pour les autres, alors, du coup, comment ça se fait? Parce que c'est aussi des noms qui n'étaient pas encore apparus chez Doggy Bags. Donc là, c'était des gens que vous aviez déjà, en fait, aussi, qui vous avaient envoyé des projets et dont vous attendiez, en fait, le bon moment pour publier. Non, il y avait Armand qui était scénariste sur Bayou Bastardize. Oui. Déjà. Donc, dessiné par Neyef, du coup, ouais. Dessiné par Neyef. Et puis, Toméus, il avait déjà bossé avec nous sur Doggy Bags. C'était lequel? C'était avec l'alligator géant, là. Ah oui, que ouais. C'est Non, c'est pas le... Je me perds dans les numérotations. C'est le 5, je crois. 5, c'était le 5. Et du coup, il était revenu avec un projet en disant, c'est aussi parce que il y a eu Bone Pickers et son projet The Bad Seed, que je me suis dit, tiens, il y a une thématique redneck qui ressurgit là. Et c'est pour ça qu'ensuite, moi, j'ai demandé, j'avais vu le travail de Tot. Donc, Tot, pas le boss dans le camin, le dessinateur, TOTH. Et je m'étais dit, putain, il a un bon truc, il y a un truc un peu dérangeant dans son trait. Dans les visages, un peu. Ouais. Tu vois, et je sais que Carman, donc scénariste sur Bayou Bastardize, était bien imprégné aussi de cette culture, on va dire hillbillies, white trash, etc. Je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être moyen qu'ils fassent un truc ensemble. Donc c'était un peu une commande, c'est-à-dire que j'ai demandé à Armand s'il pouvait plancher sur un projet très redneck, et puis en lui disant, le dessinateur, ça sera lui, ça sera Tot.
Donc c'est comme ça que ça s'est créé, puis c'est comme ça que voilà, on a eu un tome, on a eu un Doggy Bags présente sur les Rednecks, et puis du coup j'ai contacté Tanguy en lui disant bah écoute, on remet le concept, on va dire sans d'encre, on essaye de le relancer. Est-ce que tu peux m'écrire quelque chose sur les Rednecks, quoi, une nouvelle en rapport à ça, quoi. T'aimes bien cette partie de l'Amérique aussi, hein? Bah, j'aime bien et j'aime pas en même temps. C'est-à-dire que, tu sais, c'est flippant. Moi, je suis allé en Géorgie et tu sais, il est interdit le drapeau confédéré. Et à un moment donné, j'en vois un géant, mais un géant, c'est-à-dire, c'est pas un mec dans son jardin, un géant qui flotte sur un champ, tu vois, sur une route nationale. J'ai dit, bah, putain, ce truc-là, qui est-ce qui l'a posé? C'est pas un mec dans son jardin, c'est la municipalité qui a dit ok, tu vois le genre de drapeau gigantesque là, qui fait 4 mètres sur je sais pas combien. Et du coup, il y a un truc qui est vraiment super particulier par rapport à tout ça qui à la fois me met mal à l'aise, mais à la fois, tu sais, quand tu y es en Géorgie, tout le monde est ultra friendly, tu sais. Alors, tu sais, voilà, moi je suis caucasien, donc je vais pas me sentir en insécurité, mais ils sont outrancièrement gentils, tu sais, genre hi folks, asseyez-vous, tu sais, ils sont super cordiaux. Et tu dis, et malgré tout, ils ont des stickers confédérés, ils ont des trucs, ils ont des t-shirts avec Donald Trump sur un tank. Enfin, il y a un truc comme ça qui est très intriguant. Une sorte de décalage, ouais. Il y a un décalage qui est toujours super intéressant, tu vois. Donc ouais, c'est un côté qui m'intéresse. D'ailleurs, la fois dernière, j'ai vu dans l'effet papillon, je connaissais pas du tout ça. Maintenant, il y a du hip-hop redneck. T'as déjà vu? Non. Ils reprennent tous les codes du hip-hop, tu vois, mais dans la boue, avec des quads, avec des ralentis de quads qui font avec des chaînes en or, des ralentis de quads qui font des dérapages dans la boue, les nanas qui ont de la boue qui vient se coller à leur poitrine, mais c'est du rap, c'est vraiment du rap. Tu vois, c'est pas de la country avec un mec qui rappe dessus, non, c'est du rap. Ok. Et je voyais ça, je me disais putain, mais le métissage est fascinant en fait. C'est vrai que bon, ouais, c'est assez particulier. À partir de quel moment ça s'impose à vous, le fait qu'il faut faire revenir Doggy Bags en tant que tel avec une saison 2? Et j'avais aussi une question là-dessus, c'est est-ce que c'est lié ou pas au fait que en 2019, le label 119 acquiert son indépendance dans le fonctionnement par rapport à la façon dont ça fonctionnait avant à Ankara? Exactement. C'est cette prise d'indépendance, entre guillemets, qui a fait que je me suis dit, bon, quelque part ça manquait. J'espère qu'on entend les bruits de grue ou de camions poubelles dans le truc, mais c'est pas grave, vas-y, continue. Ce sera en décor. Moi, ça me manquait. Déjà, je me dis, putain, c'est dommage parce qu'il y a des thématiques qui me. Tu sais, au bout d'un moment, t'es claqué quand tu viens de faire 4 Doggy Bags dans l'année. Ouais, 2016, c'était. J'étais rincé. Et là, donc c'était tout. Dans ma tête, c'était fini. On avait dit tout ce qu'on avait à dire. Et puis ensuite. Avec le recul, les années passent et puis tu te dis, ça, on l'a pas évoqué, ça non plus, c'est dommage. Ah, puis tu as des idées qui commencent à repoper. Et c'est vrai que la prise d'indépendance et mon changement de statut vis-à-vis d'Ankama a fait que je me suis dit, on pourrait envisager un retour. Maintenant, la question, c'est, une fois que tu as annoncé la fin de quelque chose, comment tu le fais revenir, quoi. Ouais. Et ça, bah, du coup, comment vous êtes pris? Parce qu'au final, on voit les changements que tu as pu apporter sur la maquette Yuck notamment. Premier détail qui frappe, créé, dirigé par Run, en dessous de Doggy Bags, qui n'était pas présent avant. Ouais. Mais il n'y avait pas que ça à faire, mais tu reprends quand même une forme de maquette assez similaire. Peut-être que tu changes le fait que là, par exemple, l'encadré est tout droit par rapport à l'inclinaison qu'il y avait entre le titre Doggy Bags et l'illustration de couverture. Pour faire la transition par rapport à ce que tu avais sur le Doggy Bags présente, ouais. On avait travaillé et avoir quelque chose qui soit assez une transition qui soit douce, mais qu'on puisse reconnaître que voilà, c'est reparti. Ça veut dire qu'on a quand même une petite, c'est une saison 2. Donc il y a automatiquement une petite mise à jour, update qui a été faite et voilà quoi. Après toujours référentiel aussi, hein, de toute façon. Et puis le créé et dirigé par Run, c'est aussi parce que moi j'étais plus salarié d'Ankama, donc quelque part fallait aussi qu'on me reconnaisse comme auteur, tu vois. C'est-à-dire que moi jusqu'à présent, on va dire que même si c'était moi qui l'avais créé et qui l'avais dirigé, je restais, on va dire, de côté.
Là, maintenant, je n'étais plus salarié donc d'Ankama, donc il fallait aussi remettre un petit peu comment dire, le crédit de savoir qui, qui est derrière le projet, quoi. Et alors, pareil, donc là, en termes de reprise, alors vous contactez des gens, vous leur dites ça revient. Enfin, toi, du coup, tu es dedans, donc j'imagine que tu relançais la chose, donc tu voulais remettre aussi la main à la pâte, j'imagine. Encore une fois, il y avait C'était des histoires qui étaient en jachère, alors. Il y avait deux histoires qui existaient déjà. C'est-à-dire que l'histoire d'Asmert, elle était déjà, il nous l'avait déjà livrée, alors que Doggy Bags était fini. Et Glasgow, pareil. Si bien que d'Asmert, on s'était dit, on fera peut-être un Doggy Bags. Ça commençait à devenir compliqué parce qu'on s'est dit, d'Asmert, peut-être qu'il faudrait faire un Doggy Bags spécial pays de l'Est. Mais du coup, ça veut dire que pour le faire, il faut encore 2 histoires. Tu vois. Ensuite, on s'était dit, mais du coup, Glasgow, pareil, qui avait été déjà livré. On s'est dit, mais alors du coup, ça sera une thématique sur quoi, ça, sur l'univers médical. Ça commençait à devenir extrêmement compliqué. Donc, on s'est dit, non, mais il faut faire revenir Doggy Bags. Et moi, j'ai fait un sondage sur Instagram vraiment sévère. Et j'ai eu énormément de réponses de tout le monde qui me disait. Pour une fois, ils ont répondu. Ouais, oui. Ils ont répondu. Et là, ils ont dit, non, il faut que Doggy Bags revienne. On comprend plus rien à votre putain de classement de merde. En gros, voilà la réponse. Donc, toi, t'es venu sur Instagram, t'as dit, je vous ai compris. J'ai dit, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que tout le monde disait, mais on comprend plus rien, c'est quoi, pourquoi? Mais en fait, c'est difficile d'expliquer aux gens que, mais les choses se construisent au fur et à mesure et qu'après coup, on peut dire, mais regarde ton truc, on comprend rien. Mais sur le coup, si tu prends tout chronologiquement, tu comprends pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais effectivement, sur la fin, on comprenait plus rien. Et j'étais d'accord avec eux. Donc, j'ai dit, vous savez quoi, on va faire plus simple. On va appeler ça Doggy Bags saison 2. Et puis ça sera au 14, et puis c'est tout. Parce qu'au début, on avait. Tu t'es pas dit, t'as pensé à relauncher, à te dire, c'est saison 2, donc on peut dire saison 2 numéro 1. Oui, non, mais ça a été tout un bordel. Ça a été tout un bordel. Racontez-nous. On a eu des réunions avec notre diffuseur qui nous a dit, mais non, mais vous pouvez pas faire 1, ça va être trop confus. On va croire que c'est dans le référencement, les gens ils vont dire le 1, ils vont vouloir la saison 2, le 1, ils vont avoir la saison 1, le 1. C'est pas possible. En plus, si c'est une continuité, il faut que ça soit 14. Donc j'ai dit dans ce cas-là on va appeler ça saison 2 et tome 14. Donc c'était là pour le coup, on m'a pas trop donné le choix si tu veux. Ouais. Moi j'ai hésité, je me suis dit soit on continue à 14 soit on fait saison 2 tome 1. Mais pour moi à l'époque, je me disais on repart sur 13 numéros. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu mets dans l'édito. En fait. Tu dis que tu espères être là pour 13 numéros. À fond. On s'était dit une saison de Doggy Bag, ça fera 13 numéros. Ouais. Quelque part, il y avait un bon gimmick par rapport à ça. À fond, ouais. Même si ça vous empêchait de réavoir à chaque fois des numéros 13, du coup, pour avoir le côté symbolique, tu aurais dû t'arrêter au 26, 39. Ça aurait pas été très jojo, mais bon, c'est encore pire, on s'arrête au 17. Donc ouais. Mais alors, du coup, avant le 17, il y a quand même le numéro 15. Qui est du coup très ancré, celui-là, par contre, encore plus que les autres. Alors, attends, je voulais quand même dire un truc sur le 14, avec l'histoire de Mud, justement, très particulière, où il raconte effectivement ce qui lui est arrivé, donc une expérience où, en fait, il a été en paralysie totale pendant plusieurs semaines, et il met en image cette expérience et ce traumatisme, et tu l'interviews dedans, parce que là, du coup, plus que de raconter, d'aller chercher des informations parce que tu aurais juste pu chercher des informations médicales en fait sur ce qu'est ce syndrome-là et l'expliciter. Là, tu proposes ou peut-être que c'est lui qui est venu te dire. Non, c'est moi. Je lui ai dit, écoute, faut que t'en parles. Et il voulait pas en parler. Il voulait passer ça sous silence. Bon, après, il faut savoir que Glasgow, ça a été un gros chantier, un gros travail de réécriture, etc. Parce que. Ouais. Il y a beaucoup de choses que pour Mud, ça passait par le dessin parce qu'il savait ce qu'il avait vécu. Mais je disais, mais n'oublie pas que les gens n'ont pas vécu la même chose que toi, donc ils vont rien comprendre. Donc il fallait fatalement que ça passe par le texte. Donc on a réécrit. Il est venu plusieurs fois à la maison. On a parlé. Je lui ai posé des questions. Mais là, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, mais c'est parce que en fait, j'étais prisonnier dans ce truc-là. Je pouvais. Ah putain, ok. Donc puis après, je lui posais des questions. J'hallucinais. Moi, je disais, mais tu pouvais même pas. Fermer tes yeux? Bah non. Ça a l'air terrifiant quand on fait son interview et quand il raconte ça. Enfin, je dis, mais comment ça? Alors, en fait, on m'ouvrait les yeux, on mettait des gouttes. Je dis, mais t'es sérieux? Parce que des fois, les gens ils disent paralysé. Quand on dit paralysé, les gens des fois imaginent que c'est juste on peut plus bouger nos mains, nos pieds, nos bras. Non, mais là, c'est tout. Mais tu peux rien bouger, même pas tes yeux, tu vois, même pas cligner tes yeux.
Et quand tu as affaire à quelqu'un qui l'a vécu et que tu lui poses des questions basiques, hein, bon, encore une fois, des fois, je pose des questions très enfantines parce que j'ai envie de comprendre et j'aime pas éluder. Je veux vraiment savoir comme un gosse, ça veut dire quoi, tu vois. Et donc, je pose des questions, des fois, même, voilà, des questions jusqu'au bout. Et puis, à un moment donné, je lui dis, il faut qu'on fasse une interview. C'est obligé. Donc au début, il n'était pas à fond, et puis je sais que ça l'a retourné beaucoup, et il était pas bien après. Ça lui a rappelé des très mauvais souvenirs qu'il voulait enfouir au fond de sa mémoire, et malheureusement, je suis arrivé comme un gros sanglier, puis j'ai tout déterré. Mais en même temps, je lui ai dit, c'est important, tout simplement aussi pour des gens qui ont vécu les choses, et basiquement, même imagine qu'il y a des soignants, parce que les mecs, ils ont halluciné, qu'ils ressentaient tout, alors qu'il était censé ne ressentir rien. Donc même pour les accompagnants soignants hospitaliers, etc., je trouve même que c'est un témoignage intéressant. Tu vois. Alors certes, c'est tourné sous le fond de, c'est encore une fois de l'exploit, si tu veux, mais pour moi, l'interview était obligatoire. Donc... voilà, et comme on s'était dit Back from the Dead pour le Doggy Bags 14, je me suis dit il faut absolument qu'il y ait une histoire complémentaire qui parle de la mort. Là, pour le coup, clairement de la mort. Et puis du coup, ça, c'est une commande que je me suis fait à moi-même. Je me suis dit, vas-y, il faut que tu écrives un truc. Ça, je l'ai écrit en une semaine. Et puis Neyef, il a fait ça en quasiment un mois, un peu plus d'un mois, quoi. Donc c'était très... là, pour le coup, c'était très dense aussi, mais histoire de bien boucler et puis qu'on se dise... que ça soit cohérent, encore une fois. C'est Back from the Dead, et du coup, il fallait absolument qu'il y ait une histoire. Bon, Glasgow, on y est déjà pas loin, mais Shadow of the Dead, c'est vraiment... Et puis Das Mert aussi, finalement, il est très cohérent aussi. C'est quand même aussi une apparition fantomatique derrière tout ça. Donc, le thème était, bien... On était encore dans la mort, enfin la mort qui était bien centrale dans le 13 et qui en était encore aussi dans le 14, puisqu'on revenait des morts. Et ensuite, on passe au 15, donc surnommé Mad in America. Qui là, clairement, 2019-2020, on est sur la fin de mandat de Trump, on ne sait pas encore du tout ce qui va nous arriver en 2020, mais clairement, il y a un constat après 3 années de présidence de Trump, et là, du coup, c'est vraiment le Doggy Bags le plus, notamment d'un point de vue sociétal ou politique, en fait, en phase avec le moment où il sort. Donc là, clairement, tu abordes ces questions de racisme systémique, de violence raciale aux États-Unis, cette question de conspiration, ces questions de fake news. Vraiment, c'est vraiment une photographie à peine, du coup, fictionnelle de l'Amérique de 2019. Ouais, puis un sujet touchy. C'est-à-dire que moi, je me dis, OK, est-ce que je suis légitime pour parler de ça ? Mais en même temps, il faut aussi en parler. Donc... je me suis dit, la thématique s'intègre parfaitement dans un Doggy Bags. Donc, vas-y, on y va, et puis c'est tout. Donc, moi, j'avais rencontré aussi Peter Klopkar, qui avait déjà bossé. Ça faisait longtemps qu'il bossait, en fait. Il venait nous voir de temps en temps, il prenait un peu des nouvelles avec son histoire. Son histoire, je crois que pendant à peu près 2 ans, il revenait vers nous, on l'avait un petit peu aiguillé avec Florent, on avait fait des rendez-vous, on avait bossé avec lui son storyboard, etc., etc. Et puis à un moment, son histoire est finie. Et du coup, je me suis dit, bon, parfait, on va le mettre dans ce Doggy Bags 15, dont la thématique n'était pas encore tout à fait claire. Mais moi, comme je voulais traiter du conspirationnisme, et je voulais traiter aussi de racisme, tout simplement, je me suis dit, bon, les trois, encore une fois, s'articulent bien les uns avec les autres. Donc, c'est parti. Moi, j'étais encore une fois pas à l'aise en écrit. Des fois, les gens s'imaginent pas que tu peux toi-même ne pas être à l'aise avec ce que tu fais. Mais moi, ça m'arrive souvent. Parce que je me dis, au moins ça, si ça va me chercher dans les tripes, ça ira chercher dans les tripes d'autres gens aussi. Et je pense que toute fiction se doit de faire réagir un minimum. Tu vois. Il ne s'agit pas juste d'être complaisant ou de faire des choses morales. Des fois, ça peut être complètement immoral et te laisser dans une réflexion en te disant ok, mais alors qu'est-ce que je viens de lire, mais est-ce que ça n'a pas des répercussions sur la vraie vie ? Est-ce que finalement, c'est pas aussi une allégorie de Twitter ? Est-ce que c'est pas... Enfin, tu vois T'as observé aussi un peu la montée de la violence sur les réseaux sociaux, du coup, en revenant sur Twitter. C'est un truc de fou, ça. Je crois que tu es quand même moins
présent, tu tweets moins, mais tu observes un peu, Après, je vois vite le fait comment tu peux vite tomber dans une spirale sans fin. Ce qui est un peu le but des réseaux sociaux, c'est que tu continues à swiper et que tu regardes, tu continues. Et par moments, je trouve ça quand même assez... Je peux pas le faire autant que Ron. Non, mais c'est parce que je pourrais pas. Parce que des fois, je vais m'énerver, puis je préfère me dire, ouais, non, Brun. Et puis, parce que ça me saoule, en fait. Je dis, mais ils sont fous, les gens, ou quoi. Et j'ai du mal à. Mais c'est vrai qu'il est plus dans une étude sociologique, Ron, par moment. Ça lui sert aussi pour. Enfin, c'est un grand mot, étude sociologique. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'avoir du fuel pour la création. Parce que ça sert et que ça lui permet de. Moi, je vais jusqu'au bout du bout. Je vais dans les abîmes, j'y vais. On veut pas savoir où tu vas. Moi, dès que je vois un commentaire que je trouve hallucinant, je clique sur le profil du gars. Je vois tous ses autres tweets. Ensuite, je tweete sur le tweet. Puis là, tu descends. Et je peux descendre comme ça toute une nuit, si tu veux. Faut pas faire ça. Et pour celui-là, notamment, du coup, le logo titre, c'est toi qui l'as designé avec justement les lettres M et A qui reprennent la forme des bonnets du Ku Klux Klan. Oui, petit chapeau pointu. Ouais, c'était pour C'était pour pouvoir aussi m'amuser par rapport à la forme du logo, par rapport à justement cette capuche hood blanc. Et parce que c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose de graphique. Puis moi, je me souviens qu'on s'est posé la question aussi avec Jérémy, parce que j'avais demandé à Jérémy de faire la cover, mais je lui avais dit. Jérémy Gasparuto, j'avais dit, il faut. Alors, c'est quand même touchy de mettre un mec du Ku Klux Klan en couverture. C'est quand même ton axe. Je lui avais dit, il faut absolument pas qu'on s'imagine que c'est l'apologie du Ku Klux Klan. Ouais, que vous glorifiez. Ouais. Tu vois, mais ça, c'est pas évident des fois pour des gens. Tu sais, des fois, les gens ont une culture de l'image assez pauvre et des fois ne comprennent pas, ne serait-ce qu'une caricature. Donc, des fois, tu te dis. Ok, faut pas que les gens pensent que c'est le Ku Klux Klan Magazine, quoi, si tu veux. Les gens marque déposée d'ailleurs. Donc voilà, mais donc a priori on comprend, mais des fois c'est vrai que ça aussi, moi aujourd'hui, plus qu'avant, j'ai l'impression de marcher plus sur des œufs, tout simplement parce que les gens n'ont pas forcément une culture graphique qui leur ferait comprendre que au-delà d'une apologie, c'est une dénonciation. Enfin, tu vois. On n'est pas dans l'apologie, on est dans la dénonciation. Mais parfois, c'est pas forcément clair dans la tête des gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et justement, sur l'histoire héritage, qui est quand même une spirale de violence sans nom, qui, moi, m'a même un peu rappelé, alors sur d'autres thématiques un peu, mais notamment sur la conclusion, tu sais pas qui, grosso modo, qui va tirer en premier, qui me rappelle la conclusion de... je sais pas si tu l'as vu au cinéma, du coup, ce film qui est sorti aussi en 2019... qui a été primé au César, du coup, et du coup, j'ai pas le titre, c'est parfait. Merde, c'est quoi ? Ça raconte quoi ? C'est le film qui suit une patrouille de flics dans les cités parisiennes. Ah oui, ok, d'accord, que Macron avait dit, ouais, putain, Les Misérables, voilà, Les Misérables. Tu vois, non, et la fin, en fait, est exactement la même, parce que t'as une situation de tension de ouf, en fait, où, grosso modo, il y a quelqu'un qui va tirer ou pas, parce qu'il est dans une situation, et tu sais que l'un ou l'autre, en fait, commet un acte irréparable, mais ça se termine avant qu'on sache qui va commettre l'acte irréparable. La haine, c'était déjà ça, non ? Et là, oui, c'est vrai. Après, moi, oui. Mais oui, c'est l'idée. C'est-à-dire, on coupe juste avant. Tu vois, on sent juste que de toute façon, la situation est inextricable. Et puis voilà, il va se passer quelque chose. Il n'y aura pas de gagnant. Non, mais c'est exactement ça. Comme il vient de dire Yock, la conclusion, finalement, parce qu'encore une fois, des fois, tu fais les choses de manière intuitive, tu les intellectualises pas forcément, mais comme il vient de dire, la moralité, c'est qu'il n'y a pas de gagnant, en fait. Et le truc, c'est que s'il y avait une volonté quand même de vouloir faire, même spontanément, en fait, parce qu'il y a quand même un commentaire, justement, on vient de le dire, d'avoir un commentaire sur cette Amérique que dont vous brassiez, en fait, toute l'actualité, mais aussi la culture et l'imaginaire depuis 15 numéros, enfin 14 numéros avec les à côté, et là, de dire, on va vous parler de l'Amérique, mais cette fois-ci, on va quand même être moins dans l'hommage culturel ou dans l'analyse culturelle et d'être plus dans le commentaire quand même politique aussi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez eu des retours ou pas là-dessus. Non. Moi, j'avais. Toujours pas, ouais. Pour moi, c'était. Et puis en plus, pour moi, c'était un peu touchy encore une fois parce que je me dis, est-ce que les gens vont bien comprendre ce qu'on est en train de dire ? L'idée, c'était aussi que depuis la France, parfois les gens confondent, tu vois, des concepts, ramènent des sujets qui n'ont pas lieu d'être, je trouve, ici. Et parfois, les gens peuvent aussi oublier ce que c'est que les États-Unis, comment est né ce pays. Je veux dire, quand on parle de racisme aux États-Unis, c'est un truc qui a été institutionnalisé. Il y en a pas eu 36. Il y a eu l'Allemagne nazie, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu les États-Unis.
où ça a été institutionnalisé. C'est-à-dire que clairement, il y avait une hiérarchie entre les races qui faisait qu'il y avait des gens qui avaient le droit d'aller dans des endroits et d'autres qui n'avaient pas le droit. Donc ça, moi, à chaque fois, j'ai envie de remettre un coup là-dessus, parce que j'ai envie de dire, n'oublions pas la création des États-Unis. Je veux dire, c'est une histoire particulièrement sanglante quand même, qui s'est quand même fait sur le massacre d'autres peuples. C'est quand même un truc de fou. Donc, et puis tu vois, on n'est pas en train de parler d'il y a 200 ans là. On est en train de parler de, tu vois, la ségrégation. Les années 60. Les 60. Mais c'est un truc de fou. C'est tout récent. Hein. Les gens, il y a encore des gens qui sont vivants et qui ont connu ça. Je veux dire, mais massacre. Ouais. Donc ouais, et parfois les gens, j'ai l'impression depuis la France, mélangent un peu les concepts. Et puis parfois aussi, on a l'impression que oui, mais bon, Trump quand il dit Amérique blanche, ouais, bah, ça veut dire ça, mais ça veut pas vraiment dire ça. Non, attendez. Culturellement, ça veut dire ça, et ça ramène au Ku Klux Klan. Et le Ku Klux Klan, c'est ça, c'est rien d'autre. Tu vois, c'est sérieux. C'est sérieux. Ok. On passe ensuite au numéro 16, qui est aussi très ricain, encore une fois. On est du coup avec le Stress Killers on the Loose. C'est marrant parce que c'est vraiment ça, c'est à partir de là que, enfin, sur ces deux-là, vous avez mis des sous-titres vraiment explicites sur la couverture, alors que ça n'avait pas été le cas pour le 14 et que ce ne sera pas le cas pour le 17. Ah ouais, c'est vrai, il me semblait qu'on avait mis Back from the Dead. C'est vrai que. Le Back from the Dead, il est en tout petit. Ouais, c'est vrai. Ah non, parce qu'au début, c'était Shadows Dead. Ouais. Et parce que il devait s'appeler comme ça, et au final, c'était devenu le titre de l'histoire. D'accord. Ensuite, c'est devenu le titre de l'histoire. Et du coup, on l'a pas mis. Et du coup, on l'a pas mis sur la cover. C'est exactement ça. Pour Stress Killer on the Loose. Là aussi, on est quand même sur des serial killers, sur la question pas du trafic des armes, mais du droit au port des armes aux États-Unis, où tu reprends, c'est Matt qui reprend du coup une histoire de faits divers aussi. Donc on est quelque part encore, enfin même la dernière histoire aussi avec le psychopathe qui fait croire qu'il a retrouvé sa femme morte. Ouais, on est encore très dans le fait divers, dans la chronique d'une actualité pas si lointaine. Ouais, alors tu vois par exemple, Rotten Earth, c'est pareil. C'est pareil. C'est aussi ça où ça parle. Et d'ailleurs, c'est là où on reprend aussi le. Enfin, c'est vrai qu'on ne mentionnait plus depuis quelques instants, mais l'effort de documentation qui est fait à chaque fois pour dire. Mais sauf que Rotten Earth, c'était un projet qui était encore une fois signé avant la fin de Doggy Bags 13. D'accord. Donc lui, il a attendu quelques années quand même. Il a attendu un paquet de temps. Ouais. Mais on attendait potentiellement un Doggy Bags présente spécial Afrique, tu vois, ou guérilla, ou en fait on attendait une thématique particulière pour pouvoir l'intégrer. Puis en fait, une fois qu'on a relancé Doggy Bags, on s'est dit bon, par rapport à Back from the Dead, ça va pas marcher. Peut-être que ça peut, par rapport à celui-là, Made in America, ça ne fonctionne pas non plus. Par contre, on va l'intégrer dans celui-ci qui devait en vérité être un True Crimes. D'accord, ouais. Mais encore une fois, le True Crimes, la troisième histoire qui devait accompagner celui-là, ça devait être l'histoire d'Elizabeth Short, le Dahlia Noir, avec Florent Maugin. Oui. Puis quand j'ai commencé à me documenter, je me suis dit, mec, on peut pas en faire un 30 pages, c'est impossible. Donc, c'est devenu un projet plus long, qu'on sortira en 2022. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être... Hors Doggy Bags et en one shot, quoi. Tant pis, on va laisser tomber ce côté True Crimes. Et puis on va intégrer Rotten Earth qui était déjà prêt. Et puis on s'est dit, c'est quoi le point commun entre ces trois histoires ? C'est juste des psychopathes, quoi. Donc voilà, donc celui-là, c'est vrai qu'au niveau de la thématique, c'était un petit peu un jeu d'équilibriste, mais malgré tout, je trouve que les trois histoires s'articulent bien. Et encore une fois, moi, par rapport à Rotten Earth, je voulais pas... je me suis dit, si on laisse ça comme ça sans accompagnement, les gens vont pas comprendre. Les gens vont peut-être dire, putain, les mecs, ils abusent, ils font des caricatures tu vois, des guerres tribales, etc. Et je voulais montrer que, oui, ça ressemble à de la caricature, mais attention, parce que les guerres tribales, c'est aussi ça. C'est aussi, tu vois, des anti-balaka, des fétiches, des gris-gris par balle, etc., etc. Donc, je voulais absolument me documenter de manière à accompagner le projet pour ne pas que les gens s'imaginent qu'on avait fait le truc par-dessus la jambe. Ouais, que vous fassiez une forme d'appropriation culturelle ou que vous traitiez un sujet justement sans montrer que vous avez fait vos recherches là-dessus. Parce que c'est ce que ça pourrait laisser
supposé. S'il y avait pas, si c'était juste brut comme ça. Ouais, même si la personne n'est pas au courant de ces choses-là, elle pourrait penser que ouais, putain, vas-y, ils ont repris un cliché de un truc, tu vois. Alors que ouais, non, il y a quand même une base, originale. Et pour la dévoiler, pour la faire comprendre, il faut faire les recherches et accompagner la lecture, quoi. Ouais. Et il y a quand même cette histoire, enfin à titre personnel en plus, je sais pas pourquoi je l'ai déjà beaucoup ressorti en plus dans des first sprints au terme d'autres émissions, quoi. Mais vraiment ce délire de faire parler les armes, enfin de mettre les armes à feu en tant que personnages principaux d'une histoire qui relate au final un fait divers. Je trouve ça hyper fort, quoi. Comment elle s'est construite cette histoire? Alors ça, c'est Mud qui était arrivé au début avec son concept. Il m'avait dit, je veux faire une histoire où les personnages principaux, c'est les armes. J'ai dit, mec, super idée, par contre, costaud. Là, faut pas te louper. Donc voilà, et je crois qu'en lui disant ça, je lui ai mis la pression, en fait. Et du coup, au début, il m'a vendu un projet. J'ai dit, vas-y, on y va. Et puis, au fur et à mesure... le projet commençait à s'éloigner de ce que ça devait être au final. Et puis, au bout du compte, je lis son histoire, je dis, ouais, mais là, on dirait un plaidoyer pour la NRA, quoi. Parce qu'au début... Ce qui n'était pas l'intention, j'imagine. Non, et au début, c'était pas ça. Ça se terminait pas comme ça. Et puis, du coup, il a voulu rectifier le tir. Et puis, au final, on s'y perdait, on comprenait plus rien. Puis après, du fait divers. J'ai dit, écoute, c'est pas grave. On arrête la stop. J'appelle Tristan, on a commencé à discuter. Ensuite, j'ai dit où est-ce qu'on en est, faites voir. J'ai appelé Florent Maudou, j'ai dit mec, j'ai un souci sur un projet. Il faut qu'on le rectifie parce que le concept de base était vraiment super. Mais là, on comprend plus rien. Donc, on comprend même plus où ça veut en venir, si tu veux. Et du coup, on a tout rebossé avec Florent. Donc, avec la permission de Mud, on a dit écoute, Mud, peut-être tu te perds un peu dans ton histoire. Le concept était super intéressant, mais peut-être que je t'ai mis trop de pression en me disant qu'il ne fallait pas te louper. Et au dernier moment, quand je lui dis ouais, mais on dirait un plaidoyer pour la NRA, d'un coup, il a repaniqué. Donc, je pense qu'il a. Bon, bref, ça devenait très, très compliqué. Donc, il y a énormément de réécriture. Et il y a même des planches qui étaient au début qu'on a remis à la fin et machin. Il y avait tout un bazar. Et au final, là où je suis satisfait, c'est que je trouve qu'à la lecture, ça ne se ressent pas. Et qu'au final, tu vois, si toi t'en parles en disant que t'as kiffé l'histoire, c'est que du coup c'est réussi. Ouais, et puis le concept a fonctionné. Après, ce qui est intéressant et ce que ça montre, parce qu'on l'a quand même, je pensais, évoqué au fil des émissions, mais qui apparaît pas forcément au lecteur quand ils lisent l'histoire finie, c'est que c'est pas un truc où, même si parfois on vous a proposé que c'était des projets de commande, c'est pas un truc qui arrive, hop, les planches elles arrivent, c'est bon, c'est réglé, tout ça. Parfois, faut travailler. Ça galère, il faut réécrire, il faut dessiner. Et c'est ça aussi qui est intéressant de voir, de le dire aussi dans l'émission, c'est que voilà, faire même un 30 pages, en fait, c'est un chemin de croix aussi. Surtout en 30 pages. Parce que dans une histoire longue, tu peux digresser. Dans un 30 pages, tu es obligé d'aller droit au but. Efficace. Et quel est ton propos? Et là, en l'occurrence, Mud, il s'était un peu perdu dans le propos, mais au final, l'histoire telle qu'elle est, c'est l'histoire qu'il aurait dû me livrer quelque part. Donc, moi, je suis satisfait de ça. Je me dis, c'est pas grave, on a réussi. À un moment donné, je sais qu'il était mal à l'aise parce qu'il dit ouais, mais putain, j'ai pas réussi et tout. Je dis mais si, t'as réussi. Vu que l'histoire, au final, l'histoire, elle est là. C'est le concept que tu m'as vendu, puis c'est ce qu'on lit au final. Donc, il y a pas de souci. Après, qu'il y ait du retravail et tout, moi, c'est pareil. Hein, dans mes propres planches, je suis sans pitié. C'est-à-dire que je reviens 2 mois après, je retape tout, quoi. Je me dis putain, c'est écrit avec les pieds, machin. J'entends tout le temps cette phrase. Des fois, je m'en veux aussi parce que je me dis j'étais nul sur cette planche-là et tout, et tu rebosses et tu rebosses. Et maintenant, même des titres que j'ai sortis, je peux les relire et dire putain, le mois d'aujourd'hui me dit ça, je laisse pas passer, tu vois. Mais c'est normal, ça fait partie du métier. Et puis c'est tout. Comme je dis toujours, c'est l'intérêt supérieur du projet. Il faut penser qu'à ça. Le reste, c'est rien, quoi. D'accord. En plus de ces doggy bags maintenant vous avez réussi à trouver la formule, donc vous commencez à sortir aussi les one shots, vraiment, enfin donc les vrais récits complets, donc c'est plus doggy bags présente sur Central Stories déguisé ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment sur du one shot aussi où vous changez la maquette. On est en hardcover là cette fois. Voilà. Donc un format plus grand et en hardcover avec donc effectivement one shot. Une histoire, quoi. Enfin, donc là, il y a une façon différente de fonctionner avec les auteurs, avec la façon dont les projets sont amenés. Donc on commence avec Teddy Bear, puis il y a Maple Squares, et ensuite donc Trenchfoot.
Et le dernier sorti, c'est Dirty Old Glory. Donc 4 albums quand même en l'espace de 2 ans. Ouais, Teddy Bear, ça aurait pu ne pas être un Doggy Bags One Shot. Si tu veux, ils sont arrivés avec le projet Teddy Bear. En fait, en vérité, ça fait longtemps qu'on l'avait. Ça faisait au moins... Ça faisait 5 ans. Plus que ça. 6 ans peut-être. Ah ouais, on encore. nous en avait parlé. Et c'est fou quand même. Enfin, c'est vrai qu'on se... J'aime bien juste l'expliciter pour que les gens comprennent quand même ce qu'ils entendent, de savoir en fait le temps qui peut se dérouler en fait entre la première fois un projet est amené et quand l'objet sort en librairie, quoi. Ouais. Et c'était arrivé vraiment au tout début. Bah, c'est grâce à ça qu'on a découvert Jérémy. Hein. Oui. Ok. C'est quand il est arrivé avec son projet de Teddy Bear, quoi. Mais il n'était pas tout à fait prêt. Et puis après réécriture, il a vraiment commencé la prod. Mais de temps en temps, il s'autorisait des petites digressions dans Doggy Bags. Donc forcément, ça a étiré toujours en longueur sa prod. Donc si tu veux, ça a été signé avant même qu'on pense à faire un Doggy Bags One Shot, si tu veux. Le projet, finalement, le concept de Doggy Bags One Shot n'existait pas encore, qu'on avait déjà signé Teddy Bear. Et c'est ensuite quand on a commencé à penser au Doggy Bags One Shot où on s'est dit Teddy Bear s'intégrerait vraiment bien. Parce que l'histoire, parce que le twist, parce que cette espèce de descente aux enfers un petit peu psyché, on trouvait que ça collait bien à l'univers Doggy Bags One Shot. Qui parle d'enfants soldats aussi. Qui parle d'enfants soldats. Et ensuite, pour Maple Square... Non, Maple Square, il voulait que ça soit dans Doggy Bags One Shot, je crois. C'était le premier projet. Maple Square, c'était le premier projet Doggy Bags One Shot qu'on a voulu sortir. Que vous aviez vraiment pensé du coup en disant c'est des histoires, voilà, c'est des histoires juste qui ont cet esprit Doggy Bags, mais qui ne tiendraient pas, qui ne peuvent pas tenir. Voilà. Et Teddy Bear, c'est un projet où on s'est dit ça pourrait bien s'intégrer. Du coup, ça a lancé aussi la collection. Et du coup, le troisième... Trenchfoot, là, par contre, c'est clairement Mud qui a dit je voudrais faire un Doggy Bags One Shot. Ouais, et puis là, justement... Et là, pareil pour les autres. Oui. Et pour Dirty Old Glory, où c'est quand même là, il est complètement dans les éléments qu'il évoquait déjà sur Beware of Rednecks ou Tool, quoi. C'est vraiment... je veux aborder... l'Amérique folle, en fait, l'Amérique qui tombe, grosso modo. Alors, et par différents aspects. Tu sais ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, quand il m'a pitché son projet, on était à Tatsushi. Comme quoi, tu vois, j'ai toujours cette mémoire de où on était en train de bouffer au moment. On était à Tatsushi quand il m'a parlé quand il m'a pitché son projet de ce qui allait devenir Dirty Old Glory. Et au début, il voulait faire une histoire dans la Seconde Guerre mondiale, dans l'Allemagne nazie. D'accord. Tu vois? Là, tu vois, ça te paraît fou. Hein. Bah oui, faudrait aussi mettre des cahiers à la fin de vos BD en disant regardez à quoi ça devait ressembler à la note d'intention. Ouais, mais du coup, l'idée, c'est pas non plus de dire aux auteurs ouais, mais regardez, ils partaient de Traviole et tout. Parce que non, mais c'est intéressant de voir comment un projet se monte. Quoi. Et puis, ça aurait pu tout à fait bien marcher. Hein. C'est-à-dire que pourquoi pas, tu vois. Mais moi, le délire Seconde Guerre mondiale. J'ai l'impression quand même qu'on a fait un peu le tour. En plus, tu te retrouves avec des couleurs kaki. Grise et ocre tout le long de la BD, et puis en plus je trouvais que pourquoi parler de ça aujourd'hui, et lui ce qui l'intéressait là-dedans c'était la pervitine, etc. Mais je lui ai dit ouais mais tu sais les soldats continuent à prendre des drogues aujourd'hui, même les étudiants prennent des drogues pour tenir bon pendant les examens, donc je pense que tu peux faire un truc postmoderne, et pourquoi pas une guerre civile américaine, tu vois. En plus c'était en plein dans l'histoire de Trump et tout. Ouais, parce que justement on l'avait d'ailleurs noté dans un back issue récent, c'est quand même un titre dont on sent, enfin je sais pas jusqu'à quand vous avez continué de l'écrire ou de le réécrire, parce que ça fait des références du coup totalement évidentes au coronavirus, à la gestion de l'épidémie. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec la fin de mandat de Trump aussi. Tout ce qui se passait, on se disait. Je crois que vous mentionnez la prise du Capitole je crois que ça doit être la première BD du monde qui mentionne ce truc-là, parce que on avait fait tellement vite. France, c'est sûr. Oui, c'était genre en plein dans le... 2 jours avant, 2 jours avant le départ imprimeur, on réécrivait ça déjà pour intégrer ces éléments-là, de manière à ce que les gens se disent, tu vois, parce que le pitch au début, il n'était pas axé sur cet événement qui n'avait pas existé. Mais il y avait des similitudes. Donc on s'est dit, quitte à ce qu'il y ait des similitudes, autant carrément le nommer. Comme ça, les gens, pour eux, c'est la suite logique de ce qu'on vient de vivre. Et encore une fois, à cette époque-là, c'était complètement délirant d'imaginer que ça pouvait être pris d'assaut comme ça par des espèces de demeurés, de QAnon, machin. Donc on s'est dit, bah non, il faut l'intégrer. Parce que là, encore une fois, la réalité rejoint la fiction qu'on est en train d'écrire. Donc intègre-le.
Et voilà, mais au début, c'est vrai que ça devait se passer dans l'Allemagne nazie, un huis clos dans un char d'assaut. Ouais, du coup, ouais. Et voilà. Et du coup, moi, quand je lui ai parlé d'essayer de retransposer ça de manière moderne dans une guerre civile américaine, au début, il était en mode ah oui, il faut que je réfléchisse parce que moi, c'est pas du tout comme ça que j'envisageais le projet. Puis je sais qu'après, il m'a appelé, il m'a dit non, mais t'avais raison, là j'ai plein d'idées qui me viennent, etc. Et puis le survivalisme, et puis le machin, et puis en fait, tous ces thèmes. Donc tu vois, là pour le coup, c'est moi qui l'ai ramené vers les États-Unis, mais lui, il était parti dans la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Parce que je le vois même comme un prolongement du Made in America, en fait. Mais carrément, en fait, oui. D'accord. Et donc, arrive ensuite le 17e numéro, mais arrive d'abord aussi le moment de dire que c'est la fin. Et Ouais, ça, pour le coup... Bah alors ça, c'est pareil. Hein. Combien de fois on s'est dit, on fait quoi parce que moi, j'étais pas parti sur la fin, là. Si tu veux, quand j'écrivais l'édito... Quand t'as fait la blague le 1er avril 2021, en disant que ça se finissait au 17e numéro... C'était un test. Tu savais que ça se terminerait vraiment... Non, c'était un test. C'était un test de votre Je me dis, s'il y a beaucoup de réactions qui... selon les réactions, on arrête ou on continue. C'était ça le truc. Mais a priori, les réactions, elles vous ont amené à continuer, pas à arrêter. On n'a pas eu tant que ça. Ok. Encore une fois. Non, mais encore une fois, le manque de réaction. C'est ça. Alors, Je me suis dit, bah, c'est tout. Donc, moi, si tu veux, je me dis. Peut-être que les gens t'ont pas pris au sérieux non plus, vu que tu faisais ça en premier avril. Bien sûr, c'est possible. Mais moi, je disais à Yoc, j'avais pesé les deux. J'avais dit, si on continue, c'est bien, parce que c'est la continuité d'une série installée, etc., etc. Mais aussi, comme il y avait eu un nouveau problème avec Ankama, qui avait créé une fracture. Je me suis dit, ouais, mais du coup, ça va être compliqué de continuer une série qui a commencé chez Ankama parce que, pour plein de raisons juridiques, hein, bêtement, hein, je veux dire. Donc, ça, je n'avais pas de réponse du côté juridique. Et puis après, je disais aussi, ou alors, bah, écoute, on arrête. Puis c'est tout. On arrête au 17, tant pis, c'est comme ça, on est allé jusqu'au 17, on a fait ce qu'on a pu. Et puis on verra ce qui se passe plus tard. Donc j'ai eu beaucoup de coups de fil, notamment avec le service juridique d'Ankama. J'ai discuté en leur disant, bah ouais, mais alors, si on continue avec un tome 18, en même temps, vous pourrez continuer à vendre du 1 au 17, tu vois. Même si ça se fait pas chez vous, ça continue à se vendre chez vous quand même, etc., etc. Puis je voyais que il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de réaction. Oui, mais bon, quand même, t'es pas tout seul, c'est une œuvre collective, et puis ceci, puis cela, et tout. J'ai dit, bah ouais, mais si j'arrête, c'est fini. Et puis c'est con pour tout le monde. Bon, voilà, j'attendais des réponses. À un moment donné, je devais écrire l'édito. Donc, je dis, vas-y, je fais quoi? Et puis, je dis, les gens n'ont pas super réagi sur Twitter. Et puis, j'ai appelé Yug, j'ai dit, vas-y, on arrête. On arrête, et puis c'est tout. Voilà, et puis, basta. Ça s'arrête au 17. C'est un chiffre moche. C'est un chiffre premier, ça, cet avantage-là. Ouais. Après, j'ai prévenu Ankama. Après, j'ai prévenu Ankama, mais Ankama réagissait pas. Tu sais, genre, ah bon, ok. En fait, tout le monde s'en branle. Il y a quand même eu des réactions quand vous avez annoncé la fin. Nous-mêmes, on l'avait relayé à l'écrit sur Comicsblog. Quand on a dit la vraie fin, oui. Ouais. Mais au 1er avril... En même temps, c'était un peu... C'était pervers. C'était pervers. C'était très pervers, du coup. Ouais. Je savais que c'était pervers, mais en même temps, moi, je troll beaucoup. C'est ça mon problème. c'est que je m'amuse beaucoup sur Internet, et des fois, on balance des... Attention, hein, des fois, on balance des gros dossiers sous l'air de la plaisanterie, que les gens se rendent pas compte. Par exemple, le Muta 86, on l'avait annoncé 2 ans avant, tu vois. Ouais. Mais sous une discussion à lambda avec Simon, en mode ouais, on va faire un Mutafkaz qui se passe au pays des cowboys, machin, des délires comme ça, tu vois. Donc faut vraiment qu'on commence à vous stalker sur tous les réseaux et qu'on puisse le moindre de vos commentaires pour voir un petit peu ce que vous préparez. Et pour la composition, vous l'avez travaillé comment alors ? Là aussi, il y avait des histoires qui étaient en jachère depuis 5 ans, et donc du coup, fallait absolument les sortir pour le dernier. Les histoires étaient là en fait. Déjà, donc, parce que du coup, il y a Nico qui venait de démarrer chez vous avec l'album Horseback 1861. Voilà, Horseback. Donc on vous retrouve Florent Maudou, un ancien, on va dire, mais du coup avec Ayonva qui est nouveau. Nouvel artiste. Et donc Royer et Petit Rapace qui eux font leur début. Ouais, Diego qui était mon ancien stagiaire. C'est ça. Oui, c'est vrai que c'était tous des stagiaires plus ou moins, ou pas Pas Nico, mais Alandva, c'est un
Alain Devas, c'était un mec qui avait rencontré Flo sur un festival. En fait, c'est des gens qui disaient on a envie de faire de la BD. Moi, Petit Rapace, je l'ai rencontré sur Instagram et puis ensuite j'ai rencontré IRL à Nantes. Mais voilà, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est des rencontres coup de cœur. C'est-à-dire, à un moment donné, ça marche aussi comme ça. C'est-à-dire, Diego, tu veux faire de la BD? Mec, voilà, t'es avec nous, vas-y, propose. Et encore une fois, on n'est pas là pour abandonner les gens dans la nature. L'idée, c'est de les suivre. Et moi, j'avais dit à Yuck pour le dernier, parce que là, on savait que du coup, ça allait être le dernier. La cover, je lui ai dit, on va faire l'inverse du dernier. On va faire l'inverse du 13. Ouais. On va faire une cover ultra colorée, ultra colorée, limite carte Panini brillante. Et puis ça va surprendre tout le monde, tu vois. Vous avez mis un effet métalliseur. Ouais, c'est ça. Dessus. C'est un foil call. Yuck pourrait en parler bien mieux que moi. Oui. C'était. Du coup, on l'a joué pour la voix. Enfin, c'est une texture métallique qu'on peut mettre et ensuite t'imprimes dessus et ça permet d'avoir justement ce rendu. Mais ce qu'il faut, c'est justement pouvoir en mettre sur certaines parties, jouer sur des parce qu'on passe sur un argenté un petit peu plus foncé pour tout ce qui est blanc, etc. Du coup, tu peux avoir des effets vraiment sympas. Là, on les a juste sur le démon, les persos, mais pas sur les décors. On l'a sur certains logos. Enfin, voilà, tu peux jouer pour avoir un rendu avec la lumière qui peut être. Tu mets un blanc de soutien à certains endroits, t'en mets moins. Tu joues avec les opacités. Mais sur une couverture comme Doggy Bags où il y a 50 millions d'éléments de trucs. Tu peux pas le faire de façon uniforme. C'était tout un. Et c'est d'ailleurs pour ça que on nous l'a fait remarquer, mais le saison 2 a sauté. Saison 2 qui a sauté entre temps. Voilà. Donc pour les collectionneurs, le premier tirage du dernier Doggy Bags de saison 2 manque. Mais on peut du coup profiter un petit peu plus de ce petit. Mais tu peux le marquer au marqueur toi-même et tout. Tu peux faire un custom. Tu peux faire prends ton Tipex et écris ton saison 2 de façon. Mais ne nous l'envoie pas en photo de crainte qu'on ait une crise cardiaque. Et comme une forme d'auto-clin d'œil, justement, il était back from the dead, c'est ça? Et du coup, sur le 17, vous mettez back to the grave. Correction d'avant-dernier jour aussi. On s'est dit, attends, vas-y, il faut virer ça, on va changer, on va mettre back to the grave. Histoire d'être. Quel sentiment quand même du coup au sortir de cette conclusion. Donc à l'heure où on enregistre ce podcast, ça fait un bon mois que le 17 est sorti. À l'heure où vous écouterez pour la première fois ce podcast, si vous l'écoutez le jour de sortie, ça fera déjà quelques mois maintenant. On a appris maintenant que 619 continuera à partir de janvier 2022 avec Rue de Sèvres. Et du coup, au sortir de ces 10 ans de publication qu'on vient de retracer un peu, quel est le sentiment sur cette longue aventure tumultueuse, pleine de rencontres, pleine de travaux et pleine de bandes dessinées? Je sais pas. Parce que là, on vient quand même je viens de vous obliger en une après-midi à vous remémorer là sur 4 heures, plus de 4 heures, après, ce que vous avez fait ensemble. C'est vrai là-dessus. Nous, on regarde jamais dans le rétro. C'est un truc de fou. On est toujours en train de. C'est comme ça qu'on emboutit des Clio. En camion. Exactement. Mais c'est vrai qu'on là pour le coup on regarde jamais. Moi j'avais regardé dans le rétro vu que j'ai vu le liquide de refroidissement giclé. Mais on est toujours dans le prochain projet, on est toujours dans l'avenir. Donc là c'est vrai qu'on reparle de tout ça, je suis un peu nostalgique, en même temps je suis un peu deg, en même temps je suis satisfait. Oui. En tout cas ça existe, c'est là et voilà. Donc c'est. Ouais, ça existe, cool. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tout se dire trop bien. Enfin, parce que tu es de toute façon sur les prochains livres, les prochains. Là, vous pensez déjà de toute façon au prochain projet. Carrément. Ouais, moi c'est ça. Je suis déjà dans les prochains projets. Je vois ça. Je vais pas dire avec un. Si, il y a quand même une forme de nostalgie, mais en même temps, des fois, quand je repense aux galères qu'on a eues, je me dis, waouh, c'était tendu à certains moments. Mais ouais, c'est beaucoup de rencontres. Et puis si c'était à refaire, je referais pareil, sauf les Doggy Bags présents et One Shot. Ça sera un peu plus clair. Oui, mais en tout cas, ouais, franchement, top. Et puis encore une fois, Ankama qui nous a quand même, tu vois, soutenu financièrement, qui nous a suivis dans le délire, qui nous a pas cassé la tête à nous dire oui, mais c'est arrivé à un moment donné quand il y a eu un
nouveau directeur qui est arrivé et qui m'avait dit alors Ron, pourquoi un Doggy Bags 2 pitch-le-moi, donne-moi envie. Puis j'essayais non mais là tu me donnes pas assez envie, allez donne-moi un peu plus envie et tout. À un moment donné j'ai quitté le bureau, j'ai fait tu sais quoi mec, j'ai du boulot. Et je l'ai laissé, laisse tomber, le mec c'était il venait d'arriver, il a dû se dire merde putain chez qui je suis tombé. Mais voilà, mais mis à part des petits accrochages comme ça qui sont pas qui sont indépendants, je veux dire de la direction, clairement Toth qui nous laissait faire en fait. Ouais, ça a été quand même c'était quand même 10 ans d'aventure bien intense et dont on peut être fier, je pense, aujourd'hui quand même. Donc je conclus une petite école enfin pas école, mais enfin école Doggy Bags qui est là avec plein d'artistes cool aussi, qui sont alors je sais pas, c'est pour dire qu'ils se sont formés pour certains, qu'on a pu découvrir avec et qui ont juste même pu parfois juste prendre Doggy Bags comme une pause sur des projets plus importants qu'ils avaient à côté. Parce que Diego, par exemple, il avait 14 ans quand Doggy Bags est arrivé, tu vois. Et puis à 24 balais, il a écrit une histoire dedans, donc tu vois, c'est con, mais c'est ça aussi, quoi. Ouais, cette envie de passer le flambeau. Un peu, ouais. D'accord. Oh, même si les vieux cons comme nous, on passe jamais le flambeau. Hein, mais non, t'étais encore. Mais en même temps, ça sera marrant de se dire que dans 15 ans ou 20 ans, ça sera des vieux bouquins qui traîneront dans un grenier. Et je trouve ça cool. Ça me rappelle moi quand j'étais gamin et que j'allais voir les vieilles la boucle. Et puis les gamins qui disent regarde ce qu'il disait papa et tout. C'est-à-dire que de la même façon que toi, t'as eu envie de faire Doggy Bags en trouvant des vieux comics de IC Comics, peut-être que dans un siècle. Il y a des mecs qui vont lire des Doggy Bags, ils vont faire c'était ça la BD d'époque et tout. J'ai envie c'était moderne, ou qui vont dire putain comment c'est démodé. Ça commence c'est yeux. Tu vois, ouais, c'est clair. C'est quoi, c'est du papier. Ah ouais, ça encore plus quoi. Oui. Doggy Bags n'est plus, mais l'esprit demeure. On se retrouvera bientôt autrement, je vous le promets. Ouais, surveillez le corbeau. Surveiller le corbeau. Écoute, c'est comme ça qu'on va conclure ce podcast. On a passé l'été avec vous et avec Doggy Bags pour relater cette décennie, ces 10 ans d'existence. On espère que le voyage avec Ron et Yug vous a plu. Merci beaucoup les gars du temps consacré. Merci les gars, et puis bonne rentrée alors. C'est ça, bonne rentrée, surveillez le corbeau, surveillez les réseaux, et n'oubliez pas que voilà, si vous appréciez ces initiatives, ces podcasts et le label 119, de partager ce podcast, de le faire savoir. Vous avez compris, il faut communiquer aussi pour les choses que l'on aime écouter. Moi je vous dis à très bientôt, c'était vraiment un plaisir de pouvoir faire ces podcasts avec vous, et donc tout simplement à très bientôt, parce que First Print, nous ça va faire bientôt 1 an qu'on existe sous cette forme-là, et puis on espère que dans 10 ans on pourra faire un podcast des 10 ans de First Print. On verra bien. À la prochaine, salut. Ciao. Salut.